Coucou, c'est moi Rebecca. Bienvenue dans cette dernière partie relative donc à l'exécution du contrat. Après avoir vu les effets à l'égard des parties et des tiers, on verra le fameux principe de l'opposabilité du contrat. Alors, qu'est-ce que c'est l'opposabilité? C'est lorsque, par principe, vous savez il y a la force obligatoire du contrat avec un caractère du coup contraignant qui oblige chaque partie, on s'entend, à s'y plier. Par dérogation, les faits portés par l'article 1199 dit qu'un tiers peut, du coup, s'il y a un lien suffisant entre le contrat principal et que du fait de l'inexécution ou de son exécution, peut avoir du coup un intérêt à pouvoir l'invoquer. Et là, vous avez la jurisprudence MIR, notamment de 2006 qui intervient à ce sujet. Effectivement, vous avez le tiers qui agit sur le terrain de la responsabilité délictuelle car il ne fait pas partie au contrat. Les seuls moments où le tiers ferait partie au contrat, c'est dans le cas d'une stipulation pour autrui ou d'une promesse de porte-fort où le tiers bénéficiaire, C, s'engagerait à la place de B, le débiteur insolvable de son obligation, à pouvoir remplir et l'exécuter à sa place. Il en transférait alors la charge et le risque, ce qui le rendrait alors exécutable. Exécutable pour lui au tiers, de s'y tenir. Voilà, de s'y tenir. Ça veut dire que normalement, l'opposabilité du contrat au tiers, ça veut dire que quand vous avez deux parties, le débiteur et le créancier, je paye et je délivre la chose, le tiers doit respecter la situation juridique qui va être créée par le contrat. Article 1200, alinéa 1er. 1200, alinéa 1er du Code civil, le tiers doit respecter les obligations juridiques qui vont être créées du fait du coup de les concontractants, les parties principales. Il ne peut effectivement les méconnaître et c'est un principe qui ne crée pas d'obligation à sa charge du tiers, donc les faits relatifs, mais le tiers n'est pas pour autant autorisé à ignorer l'existence du contrat et lui devient opposable. Opposable, ça veut dire qu'il peut agir, si les effets du contrat lui ont porté préjudice quelconque ou ont eu un effet à son égard. Prenons un exemple, le contrat translatif de propriété crée une propriété et le tiers, donc lui, il ne peut s'en soustraire pour dire donc qui n'était pas propriétaire à ce moment. Avec un vocabulaire normal, ça donnerait le cas où effectivement j'ai une obligation de donner, de restituer ou de prêter. Le contrat, parce que par définition, le contrat crée, fait naître, modifie et éteint les obligations. Voilà. 1105 et suivant. Le contrat crée, modifie et fait naître des obligations. Là, si vous avez le fait que le contrat est opposable, ça veut dire que quand le contrat va créer, modifier ou faire naître des obligations à la charge des parties, ces obligations, normalement, elles ne devraient pas
impacter le tiers. Mais comme je vous ai dit, normalement, parfois, il y a des cas où l'obligation est transférée. L'obligation est transférée et cela a vocation, du coup, à rentrer dans les droits et les obligations du tiers. Parce que comme l'obligation va lui être transférée, il va finalement être touché, touché par ricochet, touché indirectement par cette dernière. Voilà, donc ça c'est la première des choses, voilà. Et bon, après, il ne peut pas se rendre complice de l'inexécution du contrat, c'est-à-dire contribuer à son inexécution par le débiteur en connaissance de cause et est constitutif d'une faute délictuelle. Le tiers complice donc engage donc alors sa responsabilité délictuelle à l'égard du créancier de l'obligation exécutée sur le fondement de l'article 1240, donc de responsabilité générale. Voilà. Donc après, il y a des petits échos, notamment matière de pacte de préférence ou de clause de non-concurrence, où normalement, si vous avez déjà signé avec quelqu'un, vous n'allez pas avoir le tiers concurrent. Ou si vous êtes déjà promis à contracter dans une promesse, hein, c'est au stade de la négociation du contrat, si vous êtes déjà promis à négocier, certes, vous pouvez librement vous en retirer, mais pas de façon déloyale et abusive. Donc ça, c'est la première des choses, effectivement. Ici, on peut même parler du coup de fraude polyenne. La fraude polyenne, c'est quand on savait délibérément qu'il y allait avoir une fraude sur l'obligation de payer et qu'on devrait après s'y tenir de payer, mais on a défailli à notre promesse de supporter ces risques et ces charges, et donc on a décidé de s'y soustraire, mais volontairement, c'est-à-dire de façon frauduleuse, avec cette intention en fait qu'on allait nuire aux autres parties au contrat. Voilà, donc après, il y a l'article aussi sur les modes de preuve. Le mode de preuve, comment apporter cette, cette preuve de l'opposabilité des contrats. Donc vous avez l'article 1200 alinéa 2 qui prévoit des prérogatives en la matière. Je vais donner un exemple. Il s'agit juste par exemple du créancier que dans le cadre de droit à la concurrence, qui savait que ça allait rentrer en non-concurrence, que l'obligation allait rentrer en non-concurrence, mais il a choisi quand même de ne pas rapporter les preuves et parce qu'il savait que ça aurait été une faute lourde qui lui serait assujettie. Dans ce cas, il lui aurait fallu donc sur ce terrain apporter la preuve de l'exécution du contrat. C'est la preuve de l'existence du contrat, c'est quand même une preuve irréfragable. Voilà, on ne peut pas en faire des copies, on ne peut pas les modifier unilatéralement, on ne peut pas faire d'usurpation d'identité en changeant les signatures, ce genre de choses. C'est quand même un acte juridique lourd et concret avec des conséquences indéniables. Par ailleurs, en termes d'inexécution contractuelle, vous avez les contrats qui sont constitutifs effectivement d'une cause délictuelle, faute délictuelle à l'égard des tiers, et qui a été déjà évoqué à maintes et maintes reprises, notamment dans l'arrêt Mir, voilà, que j'ai évoqué plein de fois. Mais on n'est jamais, ça fait toujours bien de l'évoquer encore. Par ailleurs,
vous avez un autre principe dans l'opposabilité des contrats par les tiers, c'est le cas de la simulation. La simulation est une opération par laquelle deux ou plusieurs personnes concluent un contrat que l'on nomme contre-lettre ou contre-contrat occulte. Celles-ci choisissent donc de garder en secret en faisant croire aux tiers qu'elles ont conclu le contrat de façon distincte. On nomme donc ce contrat d'un contrat apparent au contrat ostensible. Elle est soumise donc à des principes de validité et également l'article 1202 retiendra donc des stipulations caractérisant leur nullité. Voilà, donc c'est des conditions de forme notamment, voilà. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que ces lettres sont reconnues comme étant des contrats et qui sont parfaitement valables. En dernier lieu, l'objectif de cette sanction, donc cette nullité de conditions de forme retenue par l'article 1202, étant que c'est de dissuader de fraude le vendeur, notamment qui hésiterait à dissimuler une partie le prix, la contrepartie le prix, par le biais d'une contre-lettre, si l'acquéreur de la chose, lui, pouvait en demander sa nullité. La nullité qui deviendra donc absolue. Si la nullité devient absolue, ça veut dire que l'acte est réputé aussi non écrit et que les parties retournent à l'état initial où elles se trouvaient au jour de la conclusion de la lettre, au jour de la conclusion du contrat. C'est en ce sens que les parties donc, vont avoir des effets qui vont être produits par la lettre et que du coup le tiers en revanche lui peut se prévaloir vis-à-vis des parties soit par l'acte apparent soit par la contre-lettre et de façon générale, de façon libre, certains tiers évoquent l'acte apparent et que d'autres invoquent la contre-lettre et que ces deux lettres créent des incompatibilités. Toujours en termes de preuve, ces principes ne s'appliquent naturellement que si la simulation est approuvée. À défaut, seul l'acte apparent serait opposable. Et quoi que ce soit, quoi qu'on dise donc les parties envers les tiers, les principes classiques pour la preuve s'appliquent à la simulation. La simulation, donc il suffit d'avoir un écrit ayant une valeur probante. La valeur probatoire de l'écrit, vous avez notamment l'article 1359, alinéa 2, à ce sujet. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire sur l'exécution du contrat, les effets à l'égard des parties, à l'égard des tiers, les effets qu'on s'y tienne du coup à la dette, qu'on ne s'y tienne pas parce qu'on y est tiers, mais que les effets de son exécution vont agir sur nous. Donc on aura deux actions, notamment l'action oblique ou l'action directe. Vous avez vu aussi les grands mécanismes qui doivent être étudiés en régime général des obligations, donc notamment avec les mécanismes à subrogation, la novation, la délégation pure et simple et parfaite, etc., la dation en paiement. On a vu beaucoup de choses en fait qui permettent juste de dire que le contrat doit s'exécuter correctement, qu'il existe toujours des principes et des exceptions et des effets à l'égard des parties ou à l'égard des tiers. L'exécution du contrat est subordonnée également à des conditions de temps. Il faut toujours garder le temps. On se place soit au jour ou de la conclusion du contrat, donc les gens du consentement, ou alors relatif du coup
voilà, à son terme, c'est-à-dire la fin, des obligations techniquement. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu. Et normalement, si je suis bien le programme, il nous reste les inexécutions, le régime et les définitions, le fondement avec des exemples, des jurisprudences. Sur l'inexécution, c'est tout simplement qu'on n'a pas rempli correctement son obligation. Et les nullités et ensuite le régime de responsabilité. Voilà. Mais normalement, à la fin de l'exécution du contrat, quand les obligations réciproques se sont éteintes, soit par la remise totale du prix, ou soit par la délivrance totale de la chose, au jour où elle aurait dû être délivrée, alors le contrat est éteint et il n'a plus lieu de continuer les obligations réciproques, elles sont éteintes. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a des fois où le contrat ne s'éteint pas automatiquement. Son exécution a vocation à continuer dans plusieurs cas. Notamment, vous avez les cas de tacite reconduction du contrat, c'est-à-dire on signe un contrat à durée bien définie dans le temps, mais sans qu'il y ait une nouvelle fois l'échange des consentements, le contrat va être automatiquement renouvelé. Normalement, il faudrait redonner 2 fois le consentement, donc une fois à l'arrivée du terme et une fois où on voudrait le recommencer. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Voilà, ça c'est le terme normal du contrat. Et parfois, le contrat prend fin du fait de l'inexécution. On va dire une partie n'a pas rempli correctement son obligation, alors le contrat va s'éteindre. Et ça, c'est ce qu'on verra bientôt dans cette vidéo. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne journée et à très vite.